Oui, bienvenue de retour sur le plateau de la Biomime Expo Digital Week. C'est l'heure de la finale du Biomime Challenge 2020. Merci effectivement à nos partenaires qui rendent Biomime Expo possible depuis quelques années et particulièrement cette année 2020 et qui sont restés fidèles. Merci au 127 by Pixelis de nous accueillir pour ce plateau télé qu'il a fallu installer quelque part quand il a fallu tout réinventer en quelques semaines. Et merci Engie qui nous accompagne sur ce Biomime Challenge depuis déjà quelques années. Alors, vous allez voir 10 projets pitchés en direct devant vous. Je voudrais qu'on remercie tout de suite les membres du jury qu'on va afficher à l'écran et qui ont déjà bien travaillé et qui vont avoir un dilemme parce que merci beaucoup d'être là. Et merci d'avoir déjà passé du temps à évaluer ces beaux projets. Et je suis désolé, je ne voudrais pas être à votre place parce que je pense que vous allez avoir du mal à trancher tout à l'heure. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir sur le plateau avec moi Pauline Millot du groupe Engie, chargée de mission RSE et innovation. C'est très indiqué, parfait pour aujourd'hui, au sein de l'équipe France Renouvelable, ce qui est tout à fait indiqué. Merci beaucoup Pauline de nous accompagner pour cette finale. Bonjour Alain, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous sur ce plateau. Et c'est vrai encore, pour la 3e année consécutive, on est heureux et très fiers chez Engie de soutenir cet événement incontournable en fait, qu'est le Biomime Challenge. Et on a hâte d'écouter les finalistes. Alors on va les écouter et je remercie au-delà de Pauline Millot, Nathalie de Vulder qui fait partie du membre du jury, directrice du développement durable chez RTE, le réseau de transport d'électricité. Clémence Béchu, directrice du développement, innovation et partenariat chez Béchu et Associés, on est là dans l'architecture. Dominique Pialot, cofondatrice de Climatico, journaliste. Aina Kéros, responsable d'innovation et communication scientifique chez Séquence Cosmetics. Léa Zaslavski, cofondatrice de Make Sense. Vous les voyez à l'écran avec leur photo portrait. Kalina Raskin, directrice générale du CEBIOS. Jean-Luc Laval, senior exécutif stratégie, innovation et business développement ADUP, FIV et PSA pour son parcours. Et Laurent Billon, alors Laurent Billon qui a évalué les dossiers, mais qui ne sera pas en direct avec nous, qui est de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Donc un très beau panel de jury. Merci beaucoup. Il se trouve que cette année, et le jury vous le redira tout à l'heure au moment de la remise des prix, on est encore monté d'un cran. Sur ce Biomime Challenge 2020 avec des projets, vous allez voir, très divers, mais tous de très haute qualité. Je rappelle la règle du jeu. Vous connaissez le principe de ma thèse en 180 secondes, et bien là, c'est mon projet Bioinspiré en 180 secondes. On le faisait... alors on se réinvente, on le faisait sur la scène de la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'à maintenant, donc on va le faire cette fois-ci en duplex vidéo, mais la règle reste la même, c'est-à-dire 3 minutes, top chrono, pour présenter un projet à travers une diapo. Vous allez voir 2 catégories parce qu'on va faire 5 plus 5. Il y a une première catégorie qui est encore un peu en amont sur l'idée, sur le concept, et puis une deuxième catégorie qui est un cran plus avancé, soit en matière de prototypage, soit en matière quasiment de pré-lancement de produits. Et donc, on les présentera, si vous voulez bien, Pauline, une fois sur 2, ces équipes-là. Si tout le monde est ready, on va démarrer, à moins que quelqu'un du jury ait envie de dire un dernier mot, peut-être Kalina, sur la qualité des projets de cette année. Et ensuite, on donne le top départ. Oui, bonjour à tous. Ravi de retrouver tout le monde pour cette magnifique édition du Biomime Challenge. Effectivement, alors non seulement on a reçu encore plus de candidatures que les années précédentes, mais effectivement le choix va être très difficile parce que voilà, beaucoup des projets étaient des projets très fascinants dans des domaines et des secteurs d'activité très divers. Donc vous allez découvrir ça dans un instant. Et en tout cas, on est ravis d'être là et de vous écouter tous dans un instant. Merci beaucoup. On va afficher les diapos pour à chaque fois faire la chose suivante. Une diapo pour annoncer la première équipe et ensuite, vous inquiétez pas, le chronomètre n'aura pas démarré à ce moment-là, mais ensuite on affichera votre diapo
pour la suite. Alors la diapo est un peu loin pour moi, donc j'ai du mal à lire. Je veux bien qu'on mette la diapo en plein écran. Merci beaucoup. Alors c'est l'équipe Champydro qui va démarrer. J'espère que vous êtes bien connectés. Vous êtes une équipe nombreuse, mais vous allez soit parler tout seul, soit vous répartir la parole de façon dynamique. Petite astuce, on ne veut pas jouer avec vous, mais en tout cas pour rythmer les choses, à 2 minutes 45, vous aurez le droit à un signal sonore qui vous indiquera que vous êtes à 2,45 et qu'il vous reste 15 secondes pour clôturer. On ne va pas vous couper le micro à 3 minutes 00, mais on va essayer de respecter un peu d'équité entre les uns et les autres, et on vous demande de ne pas trop déborder, de respecter au maximum ces 3 minutes. Donc je reviens sur Champydro pour présenter l'équipe avec la diapo, et quand je dirai c'est à vous, ben, ce sera à vous. Alors Champydro, c'est à vous. 6 millions de tonnes. C'est la masse de produits pétroliers déversés dans les océans chaque année. Des centaines de milliers d'espèces marines sont ainsi piégées et tuées dans des flaques de mazout. Mais outre le problème biocénotique, cette pollution s'infiltre dans les sols et contamine les nappes phréatiques et aquifères, alors qu'il faut 1400 ans pour en décontaminer les eaux. De plus, les solutions actuelles de traitement et gestion des hydrocarbures, notamment des marées noires, sont tout aussi nocives. Les principales méthodes sont de brûler les hydrocarbures ou de les traiter chimiquement, qui sont très polluantes. Champydro propose donc, pour résoudre ce problème, de développer un service de décontamination écologique et bio-inspiré des hydrocarbures en milieu aquatique. Pour ce faire, notre projet combine les propriétés hydrophobes des jacinthes d'eau ainsi que la capacité de certains champignons à dégrader les hydrocarbures pour se développer. La jacinthe d'eau est une plante invasive qui étouffe les milieux aquatiques d'eau douce dans lesquels elle se reproduit et réduit drastiquement la biodiversité. Les pêcheurs locaux ne peuvent donc pas exercer leur travail en raison de disparition de poissons, et les zones d'eau stagnantes créées deviennent des repères pour des espèces dangereuses telles que les crocodiles, ou favorisent le développement de maladies très dangereuses, notamment la malaria. Toutefois, cette plante peut être revalorisée sous forme d'éponge hydrophobe, et c'est ce que fait la start-up béninoise Greenkeeper Africa, avec laquelle nous souhaitons organiser un partenariat. Nous utiliserons donc ces éponges en les déposant sur la nappe d'hydrocarbures pour absorber les produits pétroliers. Le complexe éponge polluant récupéré est ensuite stocké dans des bioréacteurs qui seront supplémentés en souches fongiques spécifiques capables de dégrader les hydrocarbures. Ces dernières permettent donc de traiter les produits pétroliers écologiquement. Notre solution s'applique principalement dans 2 contextes, le traitement des marées noires et celui des zones portuaires dont les eaux sont très concentrées en hydrocarbures. Pour mettre en place ce projet, nous avons formé une équipe de 6 futurs ingénieurs que vous avez pu voir sur le patch speaker. Après de nombreuses recherches bibliographiques, nous avons identifié les souches fongiques dont nous aurons besoin et réfléchi à un premier protocole. Mais plus qu'un projet dans le cadre scolaire, Champydro nous tient à cœur et notre ambition est de le porter loin. À court terme, nous voulons établir un protocole pour commencer les preuves de concept. Sur le long terme, nous souhaitons lever des fonds, gagner en visibilité pour créer notre start-up et devenir la solution de référence en termes de traitement des hydrocarbures répandus en mer. La concrétisation de ces étapes passe aussi par la participation à des concours tels que le Biomime Challenge pour rendre possible nos ambitions, enrichir nos contacts et nous rapprocher un peu plus de Champydro tel que nous l'avons pensé, comme une solution éco-responsable, bio-inspirée et surtout durable pour répondre à des problèmes d'actualité. Nous vous remercions de l'attention et du temps que vous portez à notre projet et nous espérons vous avoir convaincus que nous avions besoin de vous pour avancer. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte LinkedIn Champydro. Merci à vous. Merci beaucoup Champydro et merci beaucoup pour ce timing. Je rappelle que l'ensemble des projets candidats, finalistes ou pas, pour la majorité d'entre eux, sont aussi visibles et accessibles sur le site éphémère, indépendamment du live, sur le site éphémère, sur l'onglet Side Events, où vous pouvez retrouver leurs planches. Et évidemment, merci à tous d'avoir joué le jeu de ce Biomime Challenge, que vous soyez lauréat ou pas, on espère et
on espère vous mettre en lumière vos projets et que l'exercice sera utile quoi qu'il arrive. En tout cas, merci de participer, comme on dit. Pauline, je vous laisse annoncer la prochaine équipe. Donc, c'est le tour maintenant de l'équipe de système. On va voir la slide qui va s'apparaître, qui va s'afficher. Donc, système qui va être représenté par Monsieur Mathias Baumann. Une belle équipe de 4 personnes. Bon, bah, système, hein, si vous êtes prêts. Le micro est à vous. Vous me donnez le top ou est-ce que je commence directement? Si je vous parle d'algues, vous aurez probablement une image négative en tête, comme par exemple l'invasion des plages mexicaines par la sargasse ou les marées vertes en Bretagne. Ce qu'on ignore cependant, c'est que les algues, c'est une ressource versatile, extrêmement prometteuse, qui est déjà présente dans des produits du quotidien, comme les cosmétiques ou comme fertilisants dans l'agriculture, ou encore comme biocarburant. Malgré tout, l'industrie de l'agriculture reste encore limitée en termes de production, car elle requiert une main-d'œuvre importante, une mécanisation lourde et une surface terrestre sur le continent qui est non négligeable. Avec notre équipe, on s'est donc posé la question suivante. On s'est demandé s'il était possible d'optimiser la logistique, de repenser l'appareil de production de manière à augmenter les rendements durablement. C'est ainsi qu'est né Système. Système, bourgeon de mer, un jeu de mots en anglais. C'est quoi? Système, c'est une plateforme flottante, offshore, qui abrite toutes les étapes de production de l'algoculture, de l'inoculation des supports de croissance au stockage des algues séchées, qui auront au préalable perdu 90% de leur masse d'eau, ce qui facilite leur transport par la suite sur le continent par une embarcation. Plus précisément, un cycle de culture se déroule de la manière suivante. On a d'abord l'inoculation de nos supports de croissance avec des spores d'algues. Ces supports sont donc par la suite immergés dans l'océan pour que les algues grandissent et atteignent leur degré de maturité. À ce moment-là, les supports de croissance sont récupérés à bord de la plateforme et là commencent les étapes de traitement. C'est-à-dire qu'on a une étape de lavage, une étape de coupage où les algues sont enlevées de leur support, puis une étape de séchage avant la dernière étape de stockage. À noter que sur la slide, vous pouvez observer un câble qui passe à travers la plateforme et à travers les différentes stations pour ensuite plonger dans l'eau. Ce câble fonctionne d'une manière similaire à un câble de télécabine et permet de faciliter en fait la transition entre les différentes étapes. D'un point de vue biomimétique, notre installation globale est inspirée du ribosome, l'unité de synthèse des protéines de la cellule, qui a la capacité de traiter les nucléotides de manière séquentielle continue, ce qui nous permet de limiter la quantité de biomasse à devoir traiter en un batch. Deuxièmement, pour ce qui est de l'ancrage de notre plateforme au fond marin, on a décidé de s'inspirer du panier de Vénus qui s'ancre dans le fond marin grâce à des multiples barbules, ce qui en fait permet d'augmenter la fiabilité de notre ancrage. Finalement, pour ce qui est de l'étape du séchage, on a décidé de se reposer partiellement sur une méthode de déshumidification passive inspirée des cavités nasales des camélidés. Pour conclure, notre concept est doublement positif. C'est-à-dire que premièrement, il permet d'augmenter la production d'algues, le tout durablement, mais aussi d'avoir un impact positif sur l'écosystème marin environnant en absorbant l'excès de nutriments responsables de phénomènes d'eutrophisation et en fixant le dioxyde de carbone, ce qui réduit l'acidité de l'eau. Merci beaucoup pour ces explications. J'ai oublié tout à l'heure, on reviendra aux questions du jury pour Champidro, mais on enchaîne tout de suite avec les questions du jury éventuelles, si vous en avez. Pour Système, je me tourne vers le jury. Si vous avez une ou deux questions pour dialoguer et en savoir plus sur Système. À moins que tout soit extrêmement clair. On est sur je vais en poser une. On est sur une plateforme en mer qui est idéalement installée où? À quelle distance des côtes? C'est quoi les lieux d'implantation, le lieu d'implantation idéal pour cette plateforme? Alors, je ne sais pas si mes collègues veulent répondre ou est-ce que je suis le seul à pouvoir répondre. Allez-y.
Alors dans ce cas, on imaginait quelque chose qui doit s'adapter aux conditions locales, c'est-à-dire par rapport à la température de l'eau ou par rapport au cycle des saisons locales, mais quelque chose qui soit d'ordre de grandeur d'une même distance que les parcs éoliens offshore. Pas quelque chose qui soit en haute mer, bien sûr, mais pas quelque chose qui soit trop proche des côtes non plus. D'accord, merci beaucoup. Chers membres du jury, désolé pour Champydro, petite séquence de rattrapage. Si vous avez une question sur Champydro, sinon moi j'en pose une aussi, je suis désolé. Je ne suis pas membre du jury, moi je suis très libre de mes propos. Est-ce que Champydro est une solution qui peut fonctionner toute seule ou qui doit être complémentaire à d'autres solutions pour lutter contre ces pollutions marines issues des hydrocarbures ? Non, normalement, Champydro peut fonctionner toute seule. Il suffit simplement une fois qu'on a fait le partenariat avec Greenkeeper Africa, l'entreprise qui récupère et sèche les jassins d'eau, on peut poser uniquement cette solution-là sur la nappe d'hydrocarbures pour permettre de récupérer les marées noires. Et question complémentaire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la fin de vie du coup des éponges? Alors, du coup, les éponges, en fait, elles vont être séchées. En fait, ça va être les fibres de jacinthe d'eau qui seront séchées et récoltées. Du coup, elles seront mortes. On va les récupérer, on va les faire en tant qu'éponge. Donc, on les prend en tant qu'éponge et ensuite, elles vont être dégradées par les champignons parce que les champignons, du coup, ils utilisent la matière organique de ces jacinthes d'eau ainsi que la matière des hydrocarbures pour se développer, pour les dégrader. Du coup, à la fin, on n'aura plus d'éponge. Mais du coup, il n'y a pas de déchets. C'est-à-dire qu'in fine, une fois que la solution, elle est... Il n'y a pas de déchet final. Non, a priori, on a quelque chose qui ressemble plutôt à du compost, mais il n'y a pas vraiment de déchet final. Ok, merci. Est-ce que je peux poser une courte question complémentaire? Je voulais savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez entamé des discussions avec cette société africaine? Et aujourd'hui, à quoi utilise-t-il les éponges hydrophobes qu'il fabrique? Alors aujourd'hui, les éponges, le Greenkeeper Africa fait simplement, ils récoltent les jacinthes d'eau qui sont sur le lac dans lequel ils pêchent normalement, et ils en font simplement des éponges, ils les conditionnent sous différentes formes, mais ils les revendent et pour l'instant, ils ne les utilisent pas spécialement. C'est simplement après qu'on a découvert qu'on pouvait les utiliser comme ça. Et je me souviens plus du début de votre question, je suis désolée. Est-ce que vous avez entamé des discussions avec eux? Oui, on a entamé des discussions, mais pour l'instant, on n'a pas encore de partenariat concret, mais c'est en cours de négociation et ils aimeraient bien, par exemple, nous aider dans notre preuve de concept. Okay. Merci beaucoup pour les deux premiers. On enchaîne et on va accélérer et tenir le rythme. On enchaîne avec le Molocan. On accueille Richard Vincent pour présenter ce projet, le Molocan ou Molocan. Je ne sais pas comment vous allez dire. Richard Vincent, si vous êtes prêt, on affiche votre diapo et quand la diapo est affichée, c'est à vous. Déjà, on vous voit, c'est pas mal. C'est pas mal. Vous m'entendez bien? Enchanté, bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on a 8 jurys sur 9 en duplex vidéo, 10 équipes de finalistes où souvent il y a plusieurs personnes par équipe qui ont chacun leur canal de connexion. Donc je suis désolé, on jongle un peu, mais la régie est formidable. Elle me fait un pouce. C'est votre diapo tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Richard Vincent, je représente l'équipe des Molocan. Et dans le cadre du BioMime Challenge 2020, on a souhaité vous partager notre projet qui est né à la fois d'un rêve et d'un constat. Le rêve, c'était de pouvoir participer et contribuer à l'élaboration de villes plus vertes pour préserver notre biodiversité, notre santé, mieux nous accompagner dans le changement climatique et puis dessiner un futur plus désirable pour les générations à venir. Et le constat que pour y arriver, il allait nous falloir de l'eau. Or, on sait que d'ici 4 ans, plus de 50% de la population mondiale va vivre dans des pays soumis au stress hydrique, que les disponibilités en eau douce vont diminuer de 40% d'ici 2050, alors que nos besoins en eau, eux, vont croître de 20 à 30%. Et donc, face à ces observations, on a imaginé une structure capable de générer ses propres réserves en eau de manière autonome et de la mettre à disposition de nos écosystèmes et des usagers.
Comment on va générer cette réserve en eau? Par le biais de la captation d'eau de pluie, de la condensation et de l'humidité de l'air. Pour y arriver, on s'est inspiré de plusieurs modèles du vivant, notamment la pomme de pin qui est météosensible et qui avait des propriétés mécaniques intéressantes qui réagissaient par rapport à l'humidité de l'air ambiant. Donc, lorsque la structure de la pomme de pin s'ouvre, on accroît ainsi une surface de captation de pluie plus grande. Et pour des réponses de sécurité, on pourra par déclenchement refermer cette pomme de pin pour limiter les prises au vent et aussi limiter l'impact visuel dans son implantation en milieu urbain. On a associé cette faculté de la pomme de pin donc pour capter l'eau de pluie à celle du moloch, qui est un lézard australien qui vit dans un contexte assez aride et qui a développé la faculté de pouvoir capter l'eau sous toutes ses formes, c'est-à-dire la pluie, la rosée, le brouillard, par contact dans les flaques et même faire remonter l'humidité contenue dans le sable. Ce qui était intéressant pour nous, c'était donc d'essayer de développer un nanomatériel capable d'imiter sa peau, qui est sous forme d'écailles sublosangiques qui se superposent et qui vont, par le biais de micro-canaux, permettre une capillarité de l'eau et une circulation sans énergie de l'eau jusqu'à notre réserve. L'objectif de ces structures, c'était de pouvoir permettre de répondre dès demain à des enjeux qu'on connaît tous. Je pense notamment aux îlots de chaleur, à la protection de notre biodiversité, à la gestion des eaux de ruissellement, mais aussi de pouvoir développer des outils et des systèmes qui viendront équiper demain des projets architecturaux dans le but de développer les grandes métropoles sur les enjeux que je vous ai cités précédemment. Le projet Molokan, au-delà d'une idée, puisqu'on fait partie de la catégorie au stade d'idées avancées, c'est vraiment un projet. Il faut savoir qu'on a consulté l'école de Supmeca, une convention a été signée avec Centrale Supélec, on a échangé avec un directeur de recherche du CEA, 3 chercheurs du CNRS, et on fait de la veille sur une preuve de concept faite sur le scarabée de Namibie qui peut nous permettre de faire des solutions. Donc nous sommes les Molokan, les capteurs d'eau au service du vivant. Je vous remercie. Merci beaucoup et on pense au ténébrion, ce petit scarabée. Merci beaucoup Richard Vincent. Je me tourne vers les membres du jury. Quand vous avez une question, chers membres du jury, merci de prendre le micro en redonnant votre nom. Comme ça, au moins, on sait qui se parle. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Merci. Oui, c'est Nathalie de Vulder. Merci beaucoup pour cette présentation. En termes de réserve, de quantité d'eau, je n'ai rien vu dans le dossier. C'est de quel ordre? Oui, alors c'est volontaire, tout simplement parce qu'au stade où nous nous situons aujourd'hui, nous n'avons pas encore établi le dimensionnement de la structure par rapport à des phénomènes météorologiques, c'est-à-dire à quelle hauteur doit se situer de manière la mieux adaptée possible la structure en pomme de pin et en peau de Moloch, si on peut dire comme ça. Donc, il y a encore des recherches qui sont faites à ce niveau-là. Nous, on a souhaité autour des 4 mètres. Après, la réserve d'eau, plus elle est grande, je pense que si on peut viser les 10 mètres cubes, ce serait intéressant par rapport au service qu'on souhaite lui apporter. Merci beaucoup. Merci Nathalie de Vulder. Éventuellement une autre question du jury? Pauline, Philippe, décidément, j'y arrive pas. Pauline Millot en plateau. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je me demandais, une fois que la réserve est pleine, comment vous jugez ou comment vous allouez les réserves entre les différents utilisateurs potentiels? Comment vous choisissez? Alors, on s'est rapproché d'une société qui s'appelle Urbasense, qui a déjà mis au point des capteurs pour analyser les réserves d'eau disponibles et puis faire de l'arrosage pointu sur les besoins en eau des plantes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir communiquer sur l'état des réserves d'eau et de faire un mapping qui serait à disposition soit des usagers, soit des services de voirie ou d'espaces verts pour pouvoir avoir accès aux connaissances des réserves d'eau disponibles et aller chercher l'eau grise directement sur ces puits pour arroser les espaces verts ou nettoyer les voiries ou arroser les voiries. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. On enchaîne, Pauline, si vous voulez bien, avec le 4e projet candidat. Alors, le 4e projet, qui est le PREF. Le PREF qui va être représenté par Madame Inès Meyer. Inès, si vous êtes présente, si vous êtes prête, on vous laisse le micro. Et Anne également, Laruelle. Donc, je vais vous présenter. Bonjour à tous. L'origine de notre idée, ça a été d'observer la montée des températures été après été. Attendez Inès, pardon. Temps mort. Excusez-nous, on affiche votre diapo.
En fait, la règle, c'est quand vous voyez votre diapo, vous pouvez démarrer, mais il nous faut juste quelques secondes pour trouver la bonne diapo dans la vingtaine d'écrans. Merci beaucoup. On l'affiche et c'est à vous. Merci beaucoup. Donc bonjour, effectivement, l'origine de notre idée, ça a été d'observer la montée des températures été après été et de voir les personnes à la rue qui ne peuvent pas, en période de canicule, se protéger comme nous le faisons tous, en fermant les volets dans la journée et en aérant la nuit. Si le réchauffement climatique se poursuit jusqu'à atteindre plus 4,5 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, on voit bien que la problématique est absolument cruciale. Alors, que pouvons-nous proposer? Les modèles biologiques qui nous ont inspirés, eh bien, ce sont les humains déjà sous d'autres latitudes, plus précisément les Touaregs, qui nous apprennent à nous couvrir davantage en cas de chaleur extrême et non pas à nous dévêtir comme nous avons tendance, nous, à le faire ici sous climat tempéré jusqu'à présent. Et l'autre organisme vraiment qui nous a inspirés, c'est un cactus qui s'appelle Echinopsis peruviana, qui se caractérise par ses nervures, qui d'une part lui permettent d'augmenter la surface des ombres portées, et d'autre part créer un phénomène de colonne d'air, de convection, qui va dégager la chaleur de l'organisme. Du coup, notre proposition de valeur, c'est le PREF. Le PREF, poncho, rafraîchissant, éco-responsable français, pratique puisqu'on peut l'emmener partout avec soi, doté d'une capuche pour couvrir la tête et ainsi protéger toute la régulation thermique faite par le cerveau et qui couvre également les bras et tout le haut du corps. Ce poncho, il est réalisé dans une fibre naturellement fraîche, du lin ou du chanvre, produite localement en France et avec un tissu micro-plissé pour imiter les nervures du cactus et ainsi maintenir la fraîcheur au maximum. Alors, quels sont les impacts et les ambitions de notre projet? Tout d'abord, nous souhaiterions avoir un impact à court terme, qui est de fournir une solution à tout un chacun quand il est dans la rue, mais notamment les sans-abri, les travailleurs à l'extérieur et les personnes plus vulnérables. Nous souhaiterions également avoir un impact à long terme en favorisant une fabrication locale. Donc, on oublie les allers-retours entre la France et l'Asie. Et nous voudrions enfin recourir à une filière textile 100% française et à de l'emploi d'insertion afin d'avoir un vrai impact économique et social. Qui sommes-nous? Donc, tout d'abord, il y a Anne, qui est directrice commerciale bénévole engagée dans l'action sociale et les maraudes de rue. Il y a également Tristan, qui est ingénieur biologiste et entrepreneur, toujours sur des thématiques liées à l'environnement et au social. Et enfin, moi-même, Inès, qui suis étudiante ingénieure chimiste en spécialité matériaux et polymères. Et après, quels sont donc les prochains pas pour mener à bien notre projet? Tout d'abord, nous souhaiterions renforcer notre équipe avec un designer de mode pour affiner le design de notre produit afin qu'il soit pratique et esthétique. Et nous sommes aussi preneurs de toutes sortes de contacts de professionnels de la filière lin ou chanvre. Merci pour votre attention et de vos contacts éventuels. Merci beaucoup. Timing, vous êtes même un peu en avance, c'est formidable. On dit beaucoup de choses finalement en 2 minutes 45. C'était très clair. Je remarque que vous êtes un projet issu de la tournée du Biomimpact Tour qu'on avait lancé New Corp, Cebios et Make Sense sur cette année 2020 et dont Phil Becquet viendra nous faire un débriefing pendant la délibération du jury. Bravo Phil, effectivement, pour cette animation en 2020. Je me tourne vers le jury pour avoir une ou deux questions sur le projet qu'on vient de voir. Oui, Kalina Raskin, Cebios, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée, une estimation du gain de température, notamment lié au système en général, mais surtout, je suis assez curieuse sur le plissage. D'accord. Alors, le plissage, c'est une idée qu'on avait vue également chez d'autres couturiers il y a quelques décennies. Donc, on sait que ce micro-plissage, il est parfaitement réalisable. Après, effectivement, on n'en est pas encore au stade des essais, mais l'idée, c'était effectivement de capitaliser sur les mêmes techniques, les mêmes stratégies qui sont déployées par le cactus nervuré et de se dire qu'a priori, si ça marche pour le cactus, ça marche aussi pour nous. Mais on n'a pas des tests mesurés scientifiquement disant, voilà, on fait une baisse de temps de température. Merci. Et merci Kalina. Une autre question éventuellement des membres du jury? Oui, une question sur la filière justement textile française que vous avez évoquée. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle produit déjà des tissus proches de ce que vous recherchez? Et même question que précédemment, est-ce que vous avez déjà commencé à discuter avec certains acteurs?
Alors, même chose, c'est une filière qui est juste en train de se reconstruire. Donc, en fait, quelque part, on arrive pile au bon moment. On s'est rendu compte qu'il manquait une pièce à l'heure actuelle à toute la filière qui était une filature. Et ça y est, elle existe depuis maintenant décembre, qui est en Alsace. Donc, en fait, toute la filière a été reconstituée depuis la plantation de lin et de chanvre jusqu'à la filature. Il y a également une autre étape qui nous intéresse, qu'on n'a pas mentionné, qui est le défibrage, qui existe dans la région de Castres. Le défibrage, c'est une technique qui permettrait cette fois non pas de faire pousser le lin, mais de recycler des textiles en lin existants. Donc, il y a vraiment des choses qui ont été faites. Après, on n'a pas encore approché les industriels jusqu'au bout. On a discuté aussi avec un professionnel de la filière, un consultant dans le domaine du textile. Merci beaucoup, le PREF, et merci les membres du jury pour ces quelques questions complémentaires. On vous quitte et on vous retrouve peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, l'aventure continue. On enchaîne, si vous voulez bien, avec le 5e projet présenté ce matin, qui s'appelle New Water Delhi. Vous voyez la diapo s'afficher à l'écran. J'ai du mal à lire d'ici qui va nous en parler, mais je pense, voilà, Marie Etlin. Merci Pauline. Donc Marie, quand vous voyez votre diapo, c'est à vous pour 3 minutes pour nous parler de ce projet New Water Delhi. Merci en tout cas d'avoir participé, d'être là et de porter ces projets bio-inspirés. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc New Water Delhi. C'est un projet qui traite de la consommation de l'eau et qui est le résultat d'une expérience personnelle. J'ai vécu 1 an et demi en Inde dans le cadre de mes études en design et là-bas, je me suis rendu compte que l'eau du robinet n'est pas potable et est très mal approvisionnée vers l'habitat. Pour vous donner un exemple, je vivais dans un quartier où l'eau n'était desservie qu'une seule fois par semaine. Donc, ça avait de grosses répercussions sur le quotidien. À Delhi, c'est 20% de la population qui n'a pas accès à l'eau courante et seulement 50% des eaux usées des bâtiments qui sont traités à cause de systèmes défectueux. Une grande partie de cette eau, elle se retrouve déversée dans la nature, donc ça aggrave le problème. À l'échelle de la planète, Delhi, c'est juste un exemple parce qu'aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes qui sont en pénurie d'eau. Et c'est une demande qui va augmenter de 20 à 30% d'ici à 2050, autant dans le monde émergent que dans les pays occidentaux. Donc le but du projet, c'est de répondre à différents enjeux qui sont liés à l'approvisionnement en eau, à sa qualité et au traitement de l'eau. Assez rapidement, je me suis demandé comment est-ce que c'est possible de consommer son eau en cercle vertueux au sein d'un bâtiment pour répondre à ces problématiques. Donc la solution, elle existe dans la nature et mon projet, il vise à l'adapter pour l'architecture. Alors, je me suis intéressée aux microalgues. Les microalgues, ce sont des micro-organismes que l'on retrouve dans l'eau capables de photosynthèse, c'est-à-dire que grâce au rayonnement du soleil, ils fixent le CO2 et sont capables de produire de la biomasse. Donc, ils sont capables de capter les nutriments dans l'eau et créer de l'oxygène également. En clair, des microalgues mélangées à des eaux usées pour un bâtiment, ça devient une vraie station d'épuration naturelle. New Water Delhi propose, grâce à une façade modulaire, un système d'assainissement qui est capable de produire des microalgues en flux continu, de traiter les eaux usées d'un bâtiment grâce à une station d'épuration locale. Le système il permet de réutiliser en cercle fermé l'eau après épuration. Il permet aussi de récupérer la biomasse valorisable en matière énergétique. La modularité du projet permet de s'adapter à des bâtiments qui peuvent être à usage domestique ou des usages industriels ou encore agricoles. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et il y a de plus en plus de projets qui mettent en avant le potentiel des microalgues. On l'a vu même encore ce matin avec l'émission précédente. Et c'est vraiment encourageant pour ce domaine de recherche. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a encore peu de solutions qui sont mises en place malgré l'état d'urgence. Je suis ravie de pouvoir dire que le projet est soutenu par la directrice du CNRS de Toulouse et Algosolis pour concevoir un prototype et une preuve de concept. Je suis aujourd'hui en recherche de partenaires et de compétences complémentaires pour le projet. Je vous remercie de votre attention et je peux répondre à vos questions.
Merci beaucoup Marie. Oui, les microalgues, formidable source d'inspiration. Quelques questions du jury ? Oui, Kalina Raskin encore, Cebios. Votre projet me fait quand même beaucoup penser aux façades à microalgues de XTU. Comment votre projet se distingue de ces solutions qui sont déjà développées en termes de R&D, voire mises en œuvre ? Ouais, en fait, le projet XTU est aussi vraiment, il est super intéressant et il met en avant le potentiel des microalgues pour créer des échangeurs thermiques et se focaliser principalement sur l'isolation thermique du bâtiment. Et cette étude-là, elle vise vraiment à utiliser le potentiel des microalgues pour purifier des eaux usées, donc vraiment dans un système d'assainissement qui est dédié à l'eau et voilà, qui est un petit peu différent parce que le projet XTU se focalise plus sur la valeur énergétique du bâtiment dans son isolation. Merci Kalina. Comment ? Une autre question ? Léa Zaslavski, make sense. Léa, oui. Très rapidement, est-ce que c'est, de ce que vous présentez, c'est une solution qui pourrait être utilisée aussi sur du bâtiment existant ou c'est forcément installé sur du neuf ? Justement, la démarche de ce projet, comme c'est de travailler sur une façade modulaire, c'est d'essayer de se focaliser sur des thématiques de réhabilitation. C'était l'idée du projet parce qu'en Inde, je me suis rendu compte qu'il y a des enjeux qui sont liés beaucoup à la densité et construire nouveau, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Voilà, donc c'est une étude à mener jusqu'à où on peut pousser ce système de réhabilitation pour imbriquer des systèmes pour répondre à cette problématique. Merci. Et on a une question en plateau de Pauline Millot. Oui, une dernière petite question concernant cette fois la durée de vie de vos modules. Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi ? Et deuxième question, comment vous envisagez la maintenance et l'entretien du coup de cette façade modulaire ? Alors, en ce qui concerne la maintenance et l'entretien, c'est qu'il faut une personne qui est un peu dédiée et qui a des connaissances en génie procédé pour pouvoir entretenir le système. L'idée, c'est de créer donc ces blocs modulaires et de pouvoir leur permettre d'être indépendants les uns avec les autres sur ce système de façade. Donc, permettre de pouvoir retirer un module pour le réparer et faire en sorte que la fonction de la façade elle puisse toujours continuer et être autonome. Merci beaucoup Marie. Je rappelle que Anouk Legendre d'XTU sera en plateau demain à 11h30 pour parler de leur façade et d'autres approches bien inspirées au sein de ce cabinet d'architecture. Pauline, je vous laisse annoncer le candidat suivant. Alors on passe maintenant au 6e projet qui s'intitule Économie à équilibre dynamique. Et Stéphane Herry va avoir l'occasion de nous parler plus en détail de son projet. Bonjour Stéphane. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être présent et de bien vouloir pitcher votre projet. Alors, tout le monde connaît le concept de croissance économique, mais peu de gens s'intéressent à ses effets. L'un d'eux réside dans son caractère exponentiel. Avec un taux de croissance de 2% par an au niveau mondial, l'économie doublera de taille tous les 35 ans. Cela signifie que le PIB, donc la production, sera multiplié par 2 tous les 35 ans. Le problème, c'est que lorsque le PIB augmente, la consommation de ressources et d'énergie augmente dans la même proportion. Imaginez ce que ça donnera dans 35 ans, alors que nous dépassons déjà largement les limites planétaires. Dans le vivant, les phénomènes exponentiels sont extrêmement rares. Nous observons plutôt des mécanismes de régulation que l'on appelle des rétroactions négatives. C'est un des facteurs qui a permis à la vie de prospérer sur Terre durant des milliards d'années. Prenons le cas de l'homéostasie. C'est un phénomène propre aux êtres vivants qui leur permet de maintenir certains paramètres autour de valeurs bénéfiques pour l'organisme. La pression sanguine, la glycémie ou encore la température du corps sont maintenus autour de valeurs d'équilibre. Par exemple, si votre température monte trop haut ou descend trop bas, vous mourrez. Ces mécanismes sont donc vitaux pour les espèces biologiques et fondamentaux pour leur résilience. Au sein de l'ONG Exstaturae, nous avons conçu un modèle macroéconomique qui s'inspire de ce phénomène de régulation du vivant. Nous voyons l'économie un peu comme le métabolisme de l'humanité. Plus nous augmentons ce métabolisme, plus nous avons besoin de ressources pour l'entretenir. Et à l'inverse, moins il est développé, moins nos besoins vitaux sont satisfaits. Il faut donc trouver un équilibre entre, d'un côté, nos besoins vitaux et de l'autre, les limites planétaires. Dans notre projet d'économie biointégrée, nous utilisons différents outils pour arriver à ce résultat. Nous avons par exemple conçu un mécanisme de création monétaire
qui est fondé sur des indicateurs écologiques et qui permet d'impacter directement l'économie selon l'état de notre environnement. En gros, plus notre environnement est dégradé, plus l'économie est impactée négativement. Et à l'inverse, plus nous réparons notre environnement, plus l'économie peut s'agrandir. Les projections que nous avons réalisées montrent un système qui oscille entre des périodes de croissance et de décroissance, et qui tend à s'équilibrer de lui-même vers une zone de stabilité, exactement comme l'homéostasie. Ce système maintient la taille de l'économie dans une fenêtre de soutenabilité écologique. Il s'agit donc d'un modèle qui répond à la problématique de la croissance économique et qui nous permettrait de sortir d'une logique de productivisme à court terme pour tendre vers une logique régénérative sur le long terme. Merci. Merci beaucoup Stéphane Herry pour cette présentation. Je me tourne tout de suite vers les membres du jury pour avoir éventuellement une ou deux questions. Aïna, peut-être. Aïna Kéros, oui. J'ai une question par rapport au levier que vous espéreriez avoir dans le cadre de ce projet que je trouve effectivement intéressant d'un point de vue idéologie. Comment vous pensez pouvoir convaincre les personnes qui ont le pouvoir de mettre en place ce type d'économie ? Alors aujourd'hui, au niveau des discussions qui sont faites en économie, il y a tout un tas d'économistes qui sont tout à fait conscients des problèmes environnementaux et qui conçoivent la problématique du système actuel. Donc, il y a des économistes qui recherchent des solutions vis-à-vis des problèmes actuels qui sont posés par le système actuel. Alors, il y a plein d'économistes qui proposent des choses intéressantes. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment essayer de proposer quelque chose à l'échelle macroéconomique. Parce que bien souvent, ce sont des propositions qui s'attachent à l'échelle microéconomique. Et l'aspect microéconomique est certes très intéressant, mais si on ne prend pas en compte l'aspect macroéconomique, donc qui est en lien avec la création monétaire et les règles globales du système global, eh bien, on a de fortes chances à ce que les problèmes ne soient pas véritablement résolus, notamment à cause du fait que la croissance économique aujourd'hui est indispensable, puisque le système n'est pas prévu pour décroître. Le système, aujourd'hui, globalement, n'est pas prévu pour décroître. Donc, il faut inventer de nouveaux systèmes post-croissance pour justement amener une possibilité de pouvoir stabiliser, on va dire, le développement humain vis-à-vis des ressources et du vivant. Léa Zaslavski, peut-être je pense que la question aussi, pour être très concret, c'est une fois qu'on a établi ce système de pensée et établi justement ces principes-là, comment on fait, c'est quoi le plan d'action pour les voir advenir ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut convaincre des politiques ? Est-ce qu'il faut, pour vous, c'est quoi les prochaines étapes pour que ça devienne une réalité ? Après, pour l'instant, on en est au stade de recherche. Ensuite, après, évidemment, il va aller falloir convaincre les acteurs politiques, les institutions, etc. Parce que de toute manière, ce sont ces personnes-là qui sont en capacité de pouvoir mettre en place des systèmes économiques différents. Et durant l'histoire de l'humanité, je pense qu'on a quand même du mal à s'imaginer ça. On a vécu avec plusieurs systèmes économiques différents. On n'a pas toujours vécu avec ce système économique. Il y en a eu plein. Bon, et aujourd'hui, on voit que ce système-là nous amène à une contrainte. Cette contrainte n'est pas liée à nous en tant qu'humains, elle est liée aux lois physiques et biologiques. Et donc, du coup, on va devoir nécessairement changer puisque la situation ne va pas s'améliorer au niveau environnemental sinon. Donc, par ce biais-là, en fait, on va être dans on va être dans l'obligation, en quelque sorte, de devoir changer de modèle économique. Et d'ailleurs, au Forum de Davos, aujourd'hui, des discussions sont entamées en ce sens. On parle de grande réinitialisation de ce genre de choses. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est les économistes en ont conscience. Et du coup, il va falloir proposer des choses, donc commencer à travailler dessus. Je peux poser une dernière question rapidement. Comme vous l'avez dit, il y a déjà beaucoup d'économistes qui sont conscients que, pour faire court, on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Comment est-ce que votre projet prend en compte, s'articule avec des choses qui existent déjà, comme les recherches sur des nouveaux indicateurs de richesse, par exemple, ou bien tout ce qui est la finance verte, la taxonomie verte, enfin, qui ont quand même tendance déjà à lier l'économie avec l'environnement? Alors en fait, une des grosses problématiques qu'on a actuellement, c'est que la croissance économique n'est pas compatible avec
moindre usage de ressources. C'est-à-dire que si on diminue notre usage de ressources, on va forcément diminuer notre croissance économique. Donc, parce qu'on a ce qu'on appelle le couplage en économie, bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, aujourd'hui, nous ne voyons pas de découplage absolu, et par conséquent, nous sommes dans l'obligation de continuer une croissance économique. Donc, on va devoir changer certaines règles du jeu pour amener le système à décroître. On ne pourra pas décroître actuellement, ou ce sera un peu compliqué, dans la structure du système actuel. Donc, il faut proposer des nouvelles alternatives. Donc, il y a par exemple Kate Raworth en Angleterre qui propose la théorie du donut, qui est aussi dans cette idée-là de considérer les lignes planétaires et les besoins humains et d'agencer ces deux choses en poussant l'économie entre ces deux frontières. Merci beaucoup. Énorme enjeu, effectivement. C'était une question de Dominique Pialot. Merci Dominique pour la participation et la question. On va retrouver maintenant Sébastien Maréchal pour le projet H2 Hope ou H2 Hope, je ne sais pas comment vous dites Sébastien. Sébastien Maréchal qu'on va voir affiché à l'instant à l'écran avec sa diapo. Merci beaucoup Sébastien d'avoir participé, d'être aussi exposant sur la galerie des exposants de Biomime Expo pour nous parler d'un projet de dépollution. H2 Hope, on va afficher votre diapo, on vous voit à l'écran et on affiche votre diapo et c'est à vous. Merci. Bonjour, donc Sébastien Maréchal, je suis l'un des 3 cofondateurs de H2 Hope, qui est une start-up spécialisée dans la collecte des déchets en milieu aquatique. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les océans. 47 000 tonnes le sont par la France. Les conséquences de cette pollution sont importantes. On peut citer par exemple le décès d'animaux et d'oiseaux marins par ingestion du plastique, la dégradation de ce même plastique en nanoparticules ou microparticules de plastique. Saviez-vous que chaque semaine, une personne absorbe l'équivalent d'une carte de crédit du fait de la présence de plastique dans sa chaîne alimentaire ? 80% des déchets de ces océans proviennent des cours d'eau. Et c'est là qu'H2 Hope a décidé d'intervenir. Nous avons mis au point un outil innovant, un collecteur de déchets que nous avons appelé River Whale ou baleine des rivières, associé à des services qui nous permettent de lutter contre cette pollution. La conception du River Whale s'est basée sur l'observation des embâcles naturels, à l'image d'un arbre tombé dans l'eau et retenant malgré lui les déchets non naturels. On s'est également basé sur la baleine avec un dispositif que nous avons appelé Fanon. Celui-ci, comme pour la baleine, laisse circuler l'eau, mais retient cette fois-ci les déchets et non le plancton. En s'inspirant de la nature, la collecte des déchets est ainsi facilitée et plus efficace. Les services d'H2 Hope permettent le tri, la pesée des déchets, suivi de leur revalorisation auprès de professionnels du recyclage. Nous fournissons également de la data de manière mensuelle et annuelle, telle que la quantité de déchets, leur typologie et le nombre de passages des équipes H2 Hope. Le River Whale a fait l'objet d'une éco-conception. Il est 100% recyclable, il fonctionne 24 heures sur 24, et ce, quelles que soient les conditions climatiques. Seule l'énergie des vents de surface ou des cours d'eau sont nécessaires à son fonctionnement. Il n'a aucun impact ni sur la faune ni sur la flore, et sa fabrication est française. Nous avons présenté notre solution à l'Eurométropole de Strasbourg et la région Grand Est, et une démonstration sur 2 mois a eu lieu sur les cours d'eau strasbourgeois. Les résultats mettaient en avant l'efficacité de nos services et de notre River Whale. Au total, ce sont 133 kilos de déchets, donc plastique, bouteilles, cartons, emballages, qui ont été récoltés puis revalorisés. Aujourd'hui, H2 Hope est prêt. Le River Whale est en phase d'industrialisation. Nos services ont été testés et approuvés et les premiers contrats sont à l'étude. En définitive, H2 Hope permet à un gestionnaire ou propriétaire de cours d'eau de répondre à la problématique des déchets s'y trouvant et permettre à la faune et à la flore de prospérer, mais cette fois-ci sans les déchets. Merci à vous. Merci Sébastien Maréchal. H2 Hope, H2 Hope. Une ou deux questions du jury, s'il vous plaît. Sinon, enfin moi, oui, allez-y. Peut-être ce que vous pourriez peut-être préciser, c'est l'implication humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien comment le dispositif fonctionne, mais si j'ai bien compris, il y a aussi une implication humaine dans la chaîne de valeur.
Tout à fait, qui est importante, puisqu'effectivement, notre collecteur de déchets a fait l'objet d'une conception low-tech, donc on n'a pas d'électronique dessus. Et c'est vraiment en fait l'action de l'être humain qui va permettre la collecte. Si vous voulez, le collecteur, nous, on va le positionner à proximité d'une berge, donc sur les côtés d'un cours d'eau. Et en fait, ce sont les équipes d'H2O qui viennent près de ce collecteur pour récupérer les déchets, et ça de manière régulière, environ 2 à 3 fois par semaine. Il y a un intérêt, c'est qu'une bouteille de plastique qui va passer 3-4 mois dans l'eau, souvent, sa seule issue en termes de revalorisation va être peut-être une revalorisation énergétique ou l'enfouissement. Or, une bouteille qui va passer entre 24 et 72 heures avec H2O, vous allez pouvoir la revaloriser au même titre qu'une bouteille plastique que vous allez mettre dans votre poubelle jaune. Merci. Je vous en prie. Merci Léa. Une autre question? Moi, pardon si j'ai loupé un truc, mais il dérive ou il est fixé? Non, alors donc le système, donc on est soumis à la loi sur l'eau, donc il y a une réglementation qui est obligatoire, qu'il est nécessaire de respecter. Donc notre collecteur est posé donc pas sur les voies de circulation, mais sur les côtés, et il est lesté et non pas ancré. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Pauline, on enchaîne avec le projet suivant. Alors le projet suivant qui s'intitule ILB, Independent Living Base. ILB qui va nous être présenté par Pascal Benveniste, qui est le fruit de recherche d'une équipe qui est bien fournie, il me semble. Bonjour Pascal. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, le but de notre innovation disruptive est de pouvoir produire des denrées alimentaires en grande quantité et de haute qualité nutritive dans toutes les régions du monde, quelles que soient les conditions climatiques, sanitaires, sécuritaires, locales, afin de satisfaire aux besoins croissants nutritionnels de la population humaine dans un contexte de raréfaction des terres arables, de déforestation massive, de pollution accrue et de souveraineté alimentaire. Alors, notre concept, de quoi s'agit-il ? Il est directement inspiré du fonctionnement des écosystèmes naturels entourant la croissance d'un végétal. Le projet ILB est un concept de production alimentaire en indoor. Le système repose sur quoi ? Sur un conteneur recyclé, passif thermiquement, qui est autonome en eau et en énergie, qui produit des fruits et légumes de façon mobile. Les végétaux sont plantés dans des bacs remplis de terre hors sol. La pollinisation se fait manuellement. Les graines de légumes sont récupérées en fin de process pour être replantées. La complémentarité et l'association de chaque espèce est utilisée avec l'utilisation de champignons à mycorhizes. La régulation thermique se fait en partie grâce à la géothermie. Enfin, la ventilation permet de créer du mouvement dans les plantes pour renforcer leurs tiges. Donc, le projet ILB, par sa dimension fortement innovante et disruptive, a déjà été soutenu par le réseau Entreprendre 94, qui nous a nommé lauréat en février 2020, et notamment également par l'Université de Liège, en Belgique. Alors, concernant l'innovation, ILB est le premier concept et prototype au monde de food container autonome, mobile, modulable, permettant de produire de façon automatisée en continu une grande variété de fruits et légumes toute l'année, sans aucun produit chimique, en terre hors sol. L'entièreté des boîtiers électroniques et l'application informatique sont propres. Concernant la crédibilité et la faisabilité de ce concept, il faut savoir que le premier prototype à l'échelle 1 est désormais fonctionnel et opérationnel en environnement réel, ce qui est l'équivalent du TRL 7 dans l'échelle de recherche. Il est visitable sur Sartrouville en Île-de-France. Il commence à produire ce qui est attendu. Pour l'impact environnemental et social, 6 points. Le premier, la production végétale. ILB produit de la nourriture saine en grande quantité et qualité, sans production de déchets, en continu, sans aucune artificialisation supplémentaire de sol, sans aucun produit chimique, en utilisant les ressources renouvelables et permet de capter du CO2. Deuxième élément, pour l'emploi. ILB permet la création d'emplois non délocalisables. 9 emplois directs et indirects ont déjà été créés depuis juin 2020. L'objectif est d'avoir 40 CDI à terme. Troisième élément, la pédagogie. Il y a des échanges avec les centres d'enseignement secondaire et supérieur déjà en place et offre des opportunités pour les étudiants. Quatrième élément, la durabilité. Le système ILB peut fonctionner entre 20 et 40 ans avec quelques opérations de maintenance, bien évidemment. Cinquième point, les excédents de production seront distribués aux riverains, concept AMAP. Sixième point, sensibilisation du grand public. ILB est ouvert au grand public. En ce qui concerne le marché, les utilisateurs sont les entreprises et gouvernements en site isolé, les ONG, le secteur de la défense, certaines sociétés de cosmétiques. Qui porte ce projet aujourd'hui ? 30 personnes impliquées dans le projet à ce jour, docteurs, ingénieurs, techniciens. Enfin, la pluridisciplinarité est forte puisqu'on a des compétences
en photovoltaïque, traitement de l'eau, électricité, plomberie, botanique, management, maraîchage. Merci. Merci beaucoup. Projet ILB, effectivement, Pauline, vous aviez raison. Déjà, une équipe assez fournie derrière. Une ou deux questions du jury. Oui. Pauline, si vous en avez une. Nathalie de Vulder, merci. Ouais, merci pour la présentation. J'avais une question. Vous dites en grande quantité, ça veut dire quoi en fait en grande quantité Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Bien sûr, jusqu'à 10 tonnes par an et par food container. Et comme les food containers sont superposables ou cumulables les uns à côté des autres, on peut très facilement atteindre des tonnages beaucoup plus importants. Et là encore, on peut les poser dans n'importe quel endroit, que ce soit une friche industrielle, un parking, une terrasse d'immeuble, peu importe, ils se posent. Il n'y a pas besoin de fondation ou de construction. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour la question. Une autre question? Léa Zaslawski. Ah pardon. Vas-y Léa, vas-y. Pauline aura une question aussi. Par rapport à un projet qui s'est pas mal développé, qui s'appelle AgriCool, aussi qui propose de l'agriculture intensive, justement avec moins d'apport en eau, moins d'apport en pesticides et qui permet justement d'avoir des rendements très élevés. Est-ce que c'est un projet que vous connaissez? Alors, je le connais très bien, mais les différences sont fondamentales. Un, il est en hydroponie, c'est-à-dire que les racines des plantes baignent dans de l'eau dans lesquelles on ajoute un certain nombre de nutriments. Nous, les plantes sont en pleine terre. Première différence. La deuxième différence, c'est qu'ils sont limités en termes de capacité d'espèces différentes, à savoir qu'ils ne peuvent pas, par exemple, faire des légumes bulbes, des légumes racines. Ça n'est pas possible en hydroponie, c'est possible en terre hors sol. Autre différence, tous ces concepts d'hydroponie sont très consommateurs d'énergie et nécessitent obligatoirement d'être accordés à un réseau électrique. Nous sommes autonomes en eau et en énergie, puisque l'énergie provient d'une centrale solaire photovoltaïque intégrée en toiture. Ok, hyper clair, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Une dernière question. On vous voit en tout petit, mais je crois que c'est votre connexion qui est un peu faible, mais c'est pas grave. On vous entend en tout cas. Bonjour Jean-Luc. Comment assurez-vous le renouvellement des nutriments de la partie support justement des plantes? Grâce à un poulailler qui est sur notre base vie expérimentale actuellement sur Sartrouville, qui nous produit des fientes qui sont mélangées avec des feuilles d'arbres que l'on composte, et ce compost, on le rajoute régulièrement dans les bacs de terre hors sol. Merci. N'oublions pas qu'on rajoute des mycorhizes également qui permettent d'enrichir le tout. Et en cas d'une entrée d'un insecte à l'intérieur qui potentiellement peut vous ravager la récolte, qu'est-ce qui est envisagé? Nous avons des moustiquaires dedans qui empêchent cette entrée. Deuxième chose, nous avons des plantes répulsives qui sont mariées en association avec nos fruits et légumes. Et en dernière chose, nous avons des lumières bleues qui attirent les insectes et qui les grillent aux deux extrémités du food container. Mais aucun produit chimique et aucun pesticide. D'accord, merci. Merci Jean-Luc Laval pour la question. Merci ILB pour ce projet. On va appeler Christophe Sachs pour le projet Gallarta. Merci Christophe de nous rejoindre. Là aussi, on a une diapo avec déjà une équipe. Christophe, pour le projet Gallarta, on va prendre la mer et on va s'envoler à travers et derrière une voile pour que tu nous expliques le projet Gallarta. On va tout de suite se brancher avec toi. Christophe, merci de nous rejoindre. Je crois que tu es encore pas tout à fait en région parisienne. Tu seras avec nous vendredi pour parler du projet. Mais là, c'est au titre de candidat au BioMime Challenge. Ta diapo est affichée. Tu as 3 minutes, Christophe. Merci. Ok, super. Écoutez, ravi de vous présenter le projet Solaricel, développé avec la 8e pirogue de l'archipel biométique, AZ Voile et Ono Project. Alors, pour se mettre en contexte, Gallarta est une association qui a lancé la renaissance biométique d'un vieux voilier de 1950 afin de devenir un vaisseau de développement, de prototypage et de promotion du biométisme à travers le monde. De pouvoir lancer des missions comme la première grande mission qui ira de Venise à Sydney afin de travailler sur la question de la montée des eaux avec les communautés d'éco pour créer une œuvre qui, en arrivant à Sydney, sera la porte-parole de cette question. Il y aura en parallèle de ça un challenge énergétique qui va être créé pour montrer les possibles de la bio-inspiration. Donc, dans le système Chandler, un des éléments majeurs, c'est bien sûr l'énergie.
Depuis la nuit des temps, nos bateaux ont traversé le monde, grand symbole de liberté, de découverte. Les voiles sont capables, avec seulement l'énergie du vent, de porter des dizaines de tonnes à travers le monde, mais nos besoins énergétiques ont changé, nos bateaux ont perdu leur indépendance énergétique, ils ont perdu leur voile, on est devenus polluants. Donc on veut régénérer le concept de voile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jumeler deux énergies renouvelables, le vent et le solaire, à travers un nouveau système novateur de films photovoltaïques qui est bio-inspiré, et l'intégrer dans ces voiles. Maintenant, la vraie difficulté, c'est que la voile, c'est un des éléments les plus extrêmes. Ça se prend des torsions, des tensions, des chocs, le sel de mer, les UV, c'est un vrai casse-tête. Donc on a beaucoup cherché, et notre championne, c'est la libellule. La libellule, notamment à travers, dans ses formes, son nodus qui nous permet d'avoir un choc absorbeur qui permet de protéger ces films photovoltaïques. À travers ces rainurages, on a pu intégrer différemment les films photovoltaïques dans la voile. On s'est après intéressé au processus et on a développé une voile membrane avec un nouveau filaire inspiré des ailes des libellules qui nous permet de se rapprocher de l'auto-assemblage. Il y a aussi l'hémolymphe qu'on a intégré dedans. Mais on a voulu aller plus loin pour vraiment avoir une vision globale et on a, avec la 8e pirogue, cherché les potentiels régénératifs. Comment est-ce qu'on peut être régénératif? Donc on a, à travers ce qu'on appelle les services écosystémiques que va apporter ces voiles, des réponses super intéressantes. Ravi d'en parler après. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait vraiment en fait approché une vision holistique de l'approche biomimétique dont on est super heureux. Donc là où on est aujourd'hui, on en est sur la situation suivante. On est en fait prêt à prototyper cette voile, étonnamment prêt, heureux. On est en train de confirmer nos partenariats techniques, boucler le budget pour faire un proto en 2021, apprendre comment faire une version qui devienne navigable à travers le monde, la tester, la prouver, la partager avec un plus grand nombre, et puis après, vraiment s'inspirer aussi du symbolisme de la libellule qui est l'adaptivité, et à travers le monde, renaviguer de nouveau sans polluer, peut-être même aller plus loin et ensemble régénérer les océans. Voilà, merci. Merci Christophe pour le projet Gaïarta. Une ou deux questions du jury, et ensuite on lancera le 10e et dernier projet. On vous écoute, le jury. Aïna, j'ai une question à Aïna Kéros. D'un point de vue partenariat académique en amont, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que est-ce que vous avez des spécialistes du modèle L de libellule? Est-ce que vous êtes aujourd'hui en train d'étudier ce modèle-là à cette échelle granulaire? Oui, tout à fait. Donc en fait, dans notre équipe, c'est vraiment très pluridisciplinaire. On a Renata Trojan qui est maître de conférence et qui enseigne la mécanique. Donc, on développe tous les aspects mécaniques de l'aile de libellule. On a Marius Régulier qui est un expert fantastique du CNRS sur lequel on travaille sur l'aspect photovoltaïque. Et ce que j'ai oublié de mettre, parce qu'on n'avait pas le temps, c'est qu'en fait, le but de cette aile, c'est vraiment de générer de l'énergie qui vienne nourrir l'écosystème Chandler, mais aussi d'avoir une propulsion alternative au fuel à travers un système qu'on développe avec lui qui est aussi bio-inspiré de génération d'hydrogène. Voilà, on ne veut pas avoir la pollution du bateau. Et puis on a AZ Voile, qui est une voilerie à Saint-Cyprien qui nous apporte tous les aspects techniques justement pour vraiment mélanger les expériences. Comment intégrer ces concepts dans la voile, comment voir leur retour, etc. Donc, ouais. Merci Aïna, merci Christophe. Une dernière question du jury? Moi, j'en aurais une éventuellement. Je sais qu'on est un peu pressé, mais justement, l'aspect régénératif, j'avais déjà noté ça dans votre dossier. Est-ce que très brièvement, vous pouvez expliquer comment? Oui, alors je vais essayer de faire très brièvement. En fait, avec ce groupe de travail qui s'appelle la 8e pirogue, on a créé un groupe de travail autour de la question du design régénératif. Comment on peut aller vers un design régénératif? Ce qui est apparu, c'est qu'il y a deux aspects. C'est de voir comment on peut être régénératif dans le cycle de vie, à travers aussi les services écosystémiques. C'est assez complexe, mais pour faire simple, c'est voir comment un objet concret peut apporter des services aux écosystèmes dans lesquels il évolue et que son empreinte carbone, mais pas que, au cours de son cycle de vie, dans la globalité, devienne positif et donc apporte cette régénération. Donc on a des choses comme par exemple l'apport énergétique qu'on va amener au bateau, mais l'apport énergétique qu'on va amener aussi aux communautés dans lesquelles avec lesquelles on va en fait travailler. On a aussi les apports, les services culturels, c'est-à-dire que cette voile est vraiment faite pour être aussi un porte-drapeau de cette idée d'adaptivité
de pouvoir en fait inspirer à l'évolution du monde, etc. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, mais peu de temps, voilà. Et aussi à travers la transformation en fait de l'hydrogène, on travaille sur le fait d'avoir un service écosystémique dans cette transformation, pouvoir apporter des éléments au fur et à mesure de la chimie de cette transformation. Merci beaucoup. Merci Dominique Pialot pour la question. Je vous propose avec Pauline Millot de lancer le dernier sujet. Il est 35. On n'est pas mal du tout en matière de timing. À vous Pauline pour le dernier projet. Et oui, en effet, le 10e et dernier candidat finaliste de ce Biomime Challenge. Il s'agit du projet Nbot, qui va être présenté par monsieur Julien Dupérou. Donc après la mobilité et les eaux marines, on va se diriger plutôt vers un projet technologique, très technique, autour de la robotique. Inspiré des fourmis, et d'une fourmi en particulier. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous et de présenter votre projet. Oui, bonjour. Mesdames et messieurs les membres du jury, je m'appelle Julien Dupérou et aujourd'hui je souhaite vous parler de navigation autonome bio-inspirée. Il n'aura échappé à aucun d'entre nous que la navigation autonome reste un enjeu majeur de notre époque. À l'heure de l'intelligence artificielle et de la 5G, tout est fait pour permettre aux véhicules de demain de se localiser sans l'intervention de l'homme. Mais déployer un arsenal d'outils très complexes, calculatoires et énergivores, et de ce fait inadaptés face aux défis climatiques qui sont les nôtres, est-ce là la meilleure approche à avoir? Dans le règne animal, il existe un large nombre d'espèces capables de prouesses navigationnelles. Prenez pour exemple les oiseaux migrateurs, ou bien le papillon monarque qui migre chaque année du Canada vers le Mexique. Ou encore, plus proche de nous, les abeilles qui parcourent quotidiennement plusieurs dizaines de kilomètres pour se nourrir. Mais la championne de la navigation est certainement la fourmi du désert Cataglyphis fortis. Cet insecte d'à peine quelques millimètres parcourt des trajectoires de plusieurs centaines de mètres dans des conditions extrêmes. De manière générale, les insectes navigateurs sont des organismes optimisés pour la navigation dans des environnements complexes et parfois dangereux. Cette optimisation passe avant tout par leur manière de percevoir le monde très différente de ce que nous connaissons. Les insectes sont équipés d'yeux composés, c'est-à-dire constitués de centaines de petites facettes. L'étude de leur système visuel nous permet donc de comprendre comment de telles performances de navigation peuvent être obtenues. Ainsi, l'objectif du projet Nbot, développé au sein de l'université d'Aix-Marseille, est de développer un modèle robotique de la fourmi du désert pour répondre à la problématique de la navigation autonome sans communication. Nbot est donc un robot fourmi équipé de capteurs visuels inspirés des yeux composés de la fourmi du désert. En premier lieu, l'orientation du robot est obtenue à l'aide d'une boussole céleste, dotée de seulement 2 pixels et reproduisant la sensibilité des fourmis à la lumière polarisée ultraviolette provenant de la voûte céleste. En effet, lorsque la lumière du Soleil traverse notre atmosphère, les interactions entre les photons et les molécules produisent un effet optique qui nous est invisible, la polarisation. Vous pouvez voir sur le diagramme que je représente sur la slide une barre contrastée dans le ciel lorsque l'on observe celui-ci au travers d'un filtre polarisant. Cet effet est d'autant plus marqué en lumière UV et sert donc de référence pour les insectes navigateurs. La boussole céleste permet alors à Nbot de déterminer son cap avec une précision de 0,5 degrés, quelles que soient les conditions météorologiques. Enfin, Nbot détermine sa distance parcourue en comptant ses pas et en intégrant le défilement optique du sol projeté sur une rétine artificielle bio-inspirée et constituée de seulement 12 pixels. Ensemble, ces 2 capteurs permettent au robot de s'orienter en extérieur avec une précision centimétrique, sans communication et avec une forte résilience à l'égard des conditions climatiques. L'approche biomimétique fournit donc une solution parcimonieuse, robuste et efficace à l'un des problèmes les plus complexes de notre époque, la navigation. Les conséquences industrielles sont nombreuses, véhicules autonomes, surveillance aérienne à l'aide de drones, livraison dernier kilomètre, etc. Je dirais même que Nbot n'est finalement que le début. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation issue de l'observation de cette fourmi incroyable. Une ou 2 questions du jury, et puis ensuite on vous applaudira, on demandera à tout le monde de rallumer son micro, on vous applaudira. Mais une ou 2 questions du jury, et ensuite on vous laissera délibérer. Alors, rien à dire à cette fourmi du désert? Pauline? Non, moi j'allais juste ajouter que le pitch était vraiment très complet, très clair, et que c'était difficile de trouver des questions après cette intervention. Bon, merci. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose... Il y avait éventuellement une question?
Jean-Luc Laval, à toi. Une question, est-ce que votre principe pourrait fonctionner pour un drone mais volant? Est-ce que votre drone est obligé de marcher pour compter les pas, vous l'avez dit? Est-ce qu'à votre avis, c'est applicable aussi sur les drones qui volent? Alors, le comptage de pas, c'est exclusif à la fourmi. L'abeille ne compte pas, par exemple, le battement d'aile. Elle utilise seulement le défilement optique du sol. Donc non, il n'y a pas besoin que ce soit sur un robot au sol. D'ailleurs, j'ai fait des prototypes qui fonctionnent sous l'eau. J'ai testé ça aussi sur un véhicule. Et là, actuellement, je travaille à l'intégration de ce système sur des micro-drones. Donc sous l'eau, ça fonctionne et quelle que soit la profondeur? Alors, j'ai testé pour l'instant jusqu'à 2 mètres de profondeur. On sait que ça pourrait marcher jusqu'à 200 mètres de profondeur dans la zone pélagique. C'est la première zone, en fait, dans l'environnement marin. D'ailleurs, c'est là où se trouvent 95% des espèces marines. On va rarement en dessous, et en dessous, il n'y a quasiment plus de lumière. Donc, de toute façon, ce ne serait pas très utile à cet endroit. Et il y a des espèces marines qui utilisent ce procédé, à votre avis? Oui, typiquement les tortues de mer, par exemple, elles naviguent sur l'intégralité du continent. Vous avez également les grands mammifères marins qui naviguent, les orques, les baleines, etc. Et tous ces Dans le même principe. Utilisent ces principes. Très bien, merci. Merci beaucoup pour ce projet Handbot et pour la question, Jean-Luc Laval. Vous savez quoi? On vous propose de rallumer tous vos micros pour qu'on vous applaudisse. Merci beaucoup. On vous a entendu ou pas? Bon, écoutez, on vous laisse, Pauline, je vous laisse aller en régie pour retrouver les autres membres du jury. Pendant la délibération, on se retrouve à -10 pour les résultats et la remise des prix. Et pendant ce temps-là, on se connecte à Phil Becquet pour nous débriefer du Biomime Impact Tour. Phil, si tu es bien avec nous, on va se connecter à toi dans une minute pour nous raconter un petit peu cette aventure du Bioimpact Tour en format lui aussi digital pendant l'année 2020, alors qu'il aurait dû se concrétiser à travers un Tour de France physique, mais il a donné lieu à un créathon pendant 4 semaines d'affilée, où 150 jeunes sont venus se former au biomimétisme et être coachés et accompagnés sur des projets bio-inspirés. Si je regarde vers la régie si on a un peu de mal à se connecter avec Phil Becquet, mais en tout cas, oui, Phil, tu nous entends? Oui, je suis là. Merci Phil. On va afficher tes quelques diapos pour nous faire le débrief de cette année 2020 sur laquelle tu as surfé et sur laquelle tu t'es adapté pour animer brillamment ce Bioimpact Tour en Tour de France virtuel. Merci Phil d'être avec nous et on retrouve les membres du jury dans 5-6 minutes. Merci Phil. Merci beaucoup Alain et très très content d'être là, vraiment très, très touché et inspiré par tous ces projets qui ont pitché. Je pense que ça ne va pas être une mince affaire pour le jury de départager ces beaux projets. Et du coup, je vais me faire un plaisir d'occuper la scène pendant ces quelques instants pour leur donner un petit peu de temps pour délibérer. Et donc, du coup, pour vous faire ce petit retour sur le Bioimpact Tour. Donc, comme Alain l'a dit, ce programme qu'on a lancé pour la première fois en 2020 et qui a été coporté par 3 structures, donc à la fois par Newcorp, par le CBIOS, que vous connaissez bien aussi, et par Make Sense, qui était représenté par Léa tout à l'heure dans le jury. Donc, en fait, 2 membres du jury représentaient Make Sense et CBIOS, et Alain, toi, tu représentes Newcorp. Donc, en fait, les 3 cofondateurs de ce tour sont présents parmi nous aujourd'hui. Et alors, le but de ce tour, c'était justement de mélanger un peu ces 2 univers. Un univers de l'entrepreneuriat social ou de l'entrepreneuriat à impact sociétal, comme on pourrait dire, qui est vraiment en émergence et en floraison en ce moment, et avec de plus en plus de personnes qui veulent que leur métier, que leurs activités économiques aient un sens et un impact positif sur la société. Et de l'autre côté, le monde du biomimétisme qui est en essor, et on le voit cette semaine avec l'incroyable Biomime Week et la richesse des intervenants. Et donc, l'idée, c'était, OK, utilisons le biomimétisme justement pour faire émerger des projets entrepreneuriaux à impact. Et donc, du coup, bon, les slides sont un petit peu loin, mais je les connais. Et donc, on avait, grosso modo, trois axes principaux, 3 enjeux avec ce programme. Donc, premièrement, un axe de sensibilisation. C'était vraiment l'idée d'aller initier le grand public à cette approche qu'est le biomimétisme et de leur montrer que l'on peut innover en s'inspirant du vivant et que le biomimétisme a un fort potentiel dans la résolution d'enjeux de société. Un deuxième axe qui était l'axe de formation, avec cette envie vraiment de transmettre à la fois des outils et des méthodologies concrètes de création et d'accompagnement de projets en s'inspirant du vivant.
mais aussi de passage à l'action, puisque dire c'est bien, mais faire c'est mieux. Et donc, c'était à la fois de créer des coalitions au local, donc d'aller activer des écosystèmes dans différentes villes et régions pour co-créer ce tour ensemble et vraiment les mobiliser sur l'ensemble du programme et créer des partenariats et faire émerger des projets entrepreneuriaux à impact qui vont s'inspirer du vivant. Alors, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Et donc, du coup, ces objectifs-là, ce sont, alors celle d'avant, et merci, se sont matérialisés cette année par une sorte de Tour de France qui a été basculé en ligne dû à Covid, qu'on connaît bien. Et donc, c'était autour des 5 régions suivantes, donc région Hauts-de-France, Île-de-France, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et région Sud. Et on a eu la grande chance d'être soutenus pour cette première édition par des acteurs que vous avez vus à cette Biomime Week, donc par à la fois la région Nouvelle-Aquitaine et la région Sud, qui sont des régions pionnières dans le développement du biomimétisme, et également RTE et L'Oréal qui nous ont soutenus dans cette première édition. On a eu la chance aussi d'avoir un partenariat pédagogique avec l'Institut des Futurs Souhaitables, Picaya et Big Bang Project, qui nous ont du coup aidé à développer tout un tas de contenus pédagogiques que l'on a pu utiliser dans nos programmes. Je veux bien passer à la slide suivante. Alors, quelques chiffres sur cette première édition. Donc, quand on parle de sensibilisation, ça a été plusieurs centaines, donc plus de 650 personnes qui ont été sensibilisées en ligne, que ce soit par des conférences en ligne, des passages à la radio, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Quand on parle de formation, donc on a environ une cinquantaine d'acteurs de l'accompagnement de projet que l'on est allé initier, entre guillemets, aux beautés du biomimétisme, que ce soit des incubateurs, chambres de commerce, clusters, etc., pour leur montrer que l'on peut accompagner des projets avec le biomimétisme et leur donner un petit peu les premières briques de ces accompagnements-là. Et on a également formé plus d'une centaine d'entrepreneurs et entrepreneuses en herbe lors d'un programme qui s'appelait le Créaton, qui était en ligne et qui durait 4 à 5 semaines. Et quand on parle de passage à l'action, donc ce sont plus d'une trentaine de structures qui ont coporté ce tour ensemble et donc qui se sont mobilisées sur l'ensemble des différentes étapes du tour que vous voyez à l'écran ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on a vraiment eu des acteurs très différents qui nous ont soutenus au local, aussi bien des acteurs du milieu de la recherche, du milieu académique, que des acteurs régionaux, des acteurs de l'accompagnement de projet, des acteurs plutôt du monde étudiant, des acteurs de l'ESS. Donc, on a vraiment, ça a été vraiment un apprentissage en soi de mettre toutes ces personnes autour de la table pour leur faire parler le même langage et pour co-construire ensemble ce projet. Et un autre chiffre intéressant, ce sont du coup les 26 équipes qui constituaient ce créaton. Et donc 26 idées de projets bio-inspirés qui sont sortis de ce programme en ligne. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Hop. Et donc pour revenir un tout petit peu plus sur ce créaton, donc je vous disais, c'est plus d'une centaine de participants et participantes des 4 coins de la France qui nous ont rejoints. Et je suis très content, il y avait 2 des équipes finalistes aujourd'hui qui viennent de ce créaton. Et on est très content qu'ils soient là. Et donc, 24 équipes, 24 projets. On a été entouré de 42 mentors. On avait autant des mentors scientifiques qui les ont accompagnés tout au long de l'aventure pour les aider justement avec cette exploration du vivant qui n'est pas donnée à tout le monde et qui requiert un minimum de savoir et d'accompagnement scientifique, mais aussi des mentors d'accompagnement de projet qui les ont aidés lors de la dernière semaine, là où justement on va se projeter dans l'aventure entrepreneuriale. Et il y a même quelques équipes un peu plus motivées que les autres qui ont réalisé des pitchs vidéo que vous pouvez retrouver à la fois sur YouTube et sur notre page Facebook Biomimpact. Donc des pitchs de 2-3 minutes, un peu le même exercice que ce qui a été fait aujourd'hui, pour présenter leur idée d'innovation bio-inspirée. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, du coup, à quoi ressemblait ce créaton dans les grandes lignes? Donc, c'était 4 semaines en ligne où, grosso modo, première semaine, on choisissait une problématique et on l'explorait. Deuxième semaine, on allait explorer le vivant à la recherche de stratégies qui pourraient répondre à ces problématiques-là. Lors de la 3e semaine, on générait tout un tas de concepts d'innovation bio-inspirée, donc vraiment une grosse phase d'idéation, pour ensuite arriver à la 4e semaine où l'on va se projeter dans une aventure entrepreneuriale. On choisit le concept qui nous semble le plus viable et on développe une première ébauche de modèle économique avec un business model canvas un peu revisité, etc. Et le tout avec des ressources, des méthodologies, des mentors qui les accompagnaient, des conversations WhatsApp, des sessions en ligne chaque semaine. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc voilà, ça ressemblait à ça. Donc c'était des moments en ligne. On n'a pas pu se déplacer dans les 4 coins de la France, mais on a pu avoir des moments quand même sympas sur Zoom, sur ces plateformes en ligne. On a pu avoir à la fois des moments d'échange en grand groupe et des moments en groupe plus restreints où on a pu échanger avec les équipes. Donc ça a été vraiment une aventure très intéressante et une aventure humaine aussi très riche. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, on parle de l'édition 2021 qui est en train de se préparer. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Parce que du coup, on ne va pas s'arrêter là. Et on va bien sûr continuer ce Biomimpact l'année prochaine. Et donc, plusieurs moyens de nous rejoindre pour l'année prochaine. C'est d'une part de rejoindre le Biomimpact Tour en tant que participant
en tant qu'individu. C'est-à-dire que ça peut être en tant que participant, en tant que mentor, en tant qu'intervenant dans une de nos conférences en ligne. Donc, on vous invite vivement à rejoindre notre communauté. Ça peut être d'embarquer votre entreprise, hein, si vous voulez vraiment rejoindre cet écosystème, appuyer l'émergence de projets bio-inspirés, éventuellement même devenir une étape à part entière de ce Biome Impact Tour. Ça peut être également d'embarquer votre école ou votre université pour faire vivre cette riche expérience de créaton à vos étudiants, et ça peut être fait même dans plusieurs écoles en parallèle. Et enfin, ça peut être d'apprendre ce qu'on peut appeler l'accompagnement bio-inspiré, c'est-à-dire de venir apprendre ces méthodologies de bio-inspiration qui peuvent aider dans l'accompagnement de projets, que ce soit en phase de création, mais aussi en phase plus avancée des projets. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a hâte de l'année prochaine et on a hâte que vous nous rejoigniez aussi sur ce tour qui va du coup continuer. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc, vous pouvez passer à la slide suivante éventuellement où il y a mon adresse email. Donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre cette aventure avec nous. Et je pense qu'au-delà de ce retour d'expérience, il y avait vraiment un message à faire passer. Et donc on l'a vu encore avec des présentations d'aujourd'hui, des interventions d'hier et je pense toute la semaine aussi, qu'on a déjà dépassé un certain nombre de seuils et qu'on se rapproche de pas mal de limites planétaires. Que ce soit au niveau du climat, de l'effondrement de la biodiversité, de certaines inégalités sociales, problèmes démocratiques même. Et donc, moi, personnellement, je m'inquiète pas mal pour mon avenir, pour notre avenir. Je pense que je suis pas le seul. Et donc, le message, c'est vraiment que c'est pas dans 10 ans qu'il va falloir se bouger, ni dans 5 ans. C'est vraiment aujourd'hui que les entreprises et les entrepreneurs, les citoyens, les citoyennes peuvent se mobiliser et doivent se mobiliser, et où le biomimétisme apparaît comme vraiment une approche qui fait du sens et qui à la fois nous reconnecte au vivant, mais à la fois une approche qui est efficace et performante, et on le voit avec cette semaine-là, et qui à la fois nous inspire. Je pense que c'est un récit très beau de s'inspirer du vivant pour innover. Et donc voilà, encore une fois, bravo à tous ces projets. J'espère rencontrer un certain nombre d'entre vous l'année prochaine pour le Biome Impact Tour. Merci Alain, j'espère que le jury a eu le temps de délibérer. Pas tout à fait, mais ça nous laisse quand même quelques secondes avec toi. Merci beaucoup Phil pour cette animation du Biome Impact Tour cette année. Peut-être rappeler aussi que le portage de projets, la création d'entreprises, c'est aussi une affaire de réseau sur le territoire, et que c'était intéressant, je crois, dans cette aventure 2020, de se rendre compte que les réseaux d'accompagnement de la création d'entreprises ont été très intéressés par cette démarche du Biome Impact Tour et très intéressés par la capacité du biomimétisme à créer aussi des projets économiques pour alimenter une forme de nouvelle génération d'entrepreneurs. Oui, tout à fait. Et c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est une étape qu'on a même rajoutée. On s'est rendu compte qu'en fait, on allait faire émerger plein de projets inspirés du vivant et que derrière, il fallait de l'accompagnement, et que donc nous, je fais partie d'une structure qui s'appelle Make Sense. Et donc, on est capable d'accompagner des projets, mais on ne peut pas faire ça tout seul et on n'est pas partout. Et donc, il faut vraiment déployer ça et aider ces acteurs qui le font déjà à le faire un peu différemment. Et donc, on est allé proposer ces webinaires d'initiation à ces structures d'accompagnement qui les ont accueillis surprenamment, presque avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'intérêt, et qui nous ont clairement dit que certaines d'entre elles seraient vraiment prêtes à inclure ça dans les manières d'accompagner les projets, et qu'elles sont très demandeuses de méthodologies concrètes, de manières d'inclure de la bio-inspiration dans l'accompagnement de projets. Donc je pense qu'ils se préparent à accueillir à bras ouverts cette cohorte de projets bio-inspirés qui va émerger dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Et est-ce que, j'espère que tu as pris des notes, est-ce que tu peux nous rappeler les 1 ou 2 ou 3 projets de la finale qui venaient du Biome Impact Tour ? Oui, bien sûr. Je connais par cœur. Donc, du coup, il y avait le projet Molocan qui a été très bien pitché par notre ami Richard qui sortait de ce créaton. L'idée datait d'avant, mais je pense qu'elle a pas mal évolué lors de ce créaton du Impact. Et aussi le PREF, le poncho qui a été brillamment pitché par Anne et Inès. Et d'ailleurs, même dans l'équipe de Christophe, de Gaillarta, il y avait aussi 1 ou 2 personnes qui étaient dans le créaton. Donc, pas sur ce projet-là, mais donc on voit que des personnes de différentes équipes en fait étaient aussi dans ce créaton. Et donc, c'est intéressant de voir cette communauté qui se crée petit à petit pour le biomimétisme, pour l'impact. Voilà. Merci beaucoup Phil. Merci à toi. La délibération, j'espère, est en train de se terminer. Les trophées sont là, ils sont à côté de moi. Je ne sais pas comment, voilà, ils sont là, les trophées. Alors, je ne vais pas faire comme l'année dernière. J'attends la délibération du jury parce que l'année dernière, il y avait eu 2 premiers ex-aequo. Donc, théoriquement, on a un prix coup de cœur, un 3e prix, un 2e prix et un 1er prix de ce Biome Challenge 2020. Mais qui sait, peut-être qu'il y aura 3 lauréats ou 4, peut-être des ex-aequo. La régie me fait des grands signes.
Peut-être que des candidats au Biomime Challenge ont des questions pour Phil, ceux qui n'ont pas vécu ce Biomime Pack Tour. En tout cas, désolé de vous faire patienter avant le déjeuner. On ne fait pas exprès. Dans 2 minutes, on me dit dans 2 minutes, on aura le résultat du jury. Peut-être quelques questions pour Phil de la part des candidats au Biomime Challenge 2020. Suspense, ça t'a coupé le souffle. Hein. Oui. Alors, pour ma part, c'est pas une question que je voudrais poser à Phil, mais c'était juste apporter un témoignage par rapport à l'expérience que j'ai vécue sur le Biomime Impact Tour. Si le projet a pu être présenté aujourd'hui, c'est bien parce qu'on nous a fait réfléchir à toutes les problématiques, à toutes les observations qu'on pouvait avoir du vivant. Donc ça a fait émerger de nouvelles idées sur le projet. Et vraiment, j'invite tous ceux qui sont intéressés au sujet de venir vivre cette expérience humaine. C'était juste une expérience de fou pendant plus d'1 mois. Franchement, c'est quelque chose à faire. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas le Biomime Impact Tour, en tout cas, mon avis personnel, c'est que ça a vraiment été une expérience enrichissante et je profite de la parole qui m'est donnée pour vous remercier une nouvelle fois au Biomime Impact Tour, toute l'équipe du Corps Conseil, Make Sense et le Civios. Merci à vous. Merci Phil. Merci beaucoup. Effectivement, à suivre cette aventure Biomime Pack Tour. Alors, ça y est, la délibération du jury est terminée. Pauline Millot d'Engie m'a rejoint sur le plateau. Eh bien, nous avons 4 prix, un prix coup de cœur et 3 prix, premier, deuxième, troisième. On va les faire dans l'ordre. Le prix coup de cœur, 4, 3, 2, 1. Oui, je vous laisserai le premier prix. Donc, je commence avec le prix coup de cœur. Qui est ici et qui a été décerné à Pref, Inès Meyer. Est-ce qu'on peut réussir à avoir Inès à l'écran? Et Pauline, je vous laisse dire un mot complémentaire si vous voulez. Alors oui, Pref a été un coup de cœur unanime auprès de tous les membres du jury parce qu'on trouve que vraiment la thématique et la problématique d'aider en fait ceux qui sont sans abri et puis de s'intéresser plus particulièrement à eux était vraiment importante pour nous. On a vraiment voulu mettre ça en avant, mettre ça en lumière et souligner voilà, votre innovation et vous encourager à continuer dans cette voie, à vous encourager vraiment particulièrement vous. Et à travers ce coup de cœur, c'est ce qu'on a voulu donc transmettre et représenter en particulier. Donc, je m'associe bien évidemment à tous les membres du jury pour vous annoncer ça. Bravo, Pref, prix coup de cœur du Biomime Challenge 2020. Il est là. Vous êtes prête à le recevoir? Allez. Alors nous attention, sommes deux, du coup, avec Anne. Soyez prête à l'attraper parce que donc le prix coup de cœur, je veux bien qu'on voit les deux écrans. Le prix coup de cœur vous est décerné. Alors allez-y. On fait des cascades. Bravo. Le troisième prix donc du Biomime Challenge 2020 est décerné au projet H2 Hope. Sébastien Maréchal. Merci. Je crois que la dépollution, et notamment la dépollution plastique, sacré enjeu qui nécessite des innovations à toutes les échelles. C'est peut-être ça aussi qui a motivé Exactement. le jury. Tout à fait. Sébastien, merci, troisième prix, Biomime Challenge 2020. Merci. Bravo. Vous êtes prêts? On est prêts. Super. Pour tout vous dire, j'ai un fils rugbyman en face de moi, donc je suis très serein. Le deuxième prix du Biomime Challenge 2020, là ça commence à devenir sérieux, est attribué au projet Molocan. Vincent Richard, deuxième prix Biomime Challenge 2020. Merci bravo Vincent. Merci, ça me touche beaucoup. Je suis ravi de voir que ce projet vous ait plu. Merci à tous les membres du jury. Ce sont des encouragements. Bravo, merci. C'est à vous. Merci. Et attention, le premier prix, Biomime Challenge 2020. Pauline Millot, Engie, je vous laisse le décerner. Merci beaucoup, c'est très gentil. Fin du suspense. Le vainqueur du Biomime Challenge, c'est le projet ILB, Independent Living Base, qui remporte le premier prix. Pratiquement à l'unanimité aussi au sein des membres du jury. Vous avez reçu le plus grand nombre de votes
pour votre projet, pour voilà, ce qu'il représente, pour sa maturité et puis pour tout ce que vous avez su créer autour et comment le mettre en œuvre. Félicitations à vous. Bravo. Merci, bravo. merci beaucoup. Bravo merci Pascal. à toute l'équipe. Bravo Pascal pour ce beau projet. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts à l'attraper? Il est à vous. Oui. Hop, merci. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup à tous. Bravo, bravo aux lauréats, bravo à tous les candidats finalistes. Évidemment, on le dit à chaque fois, c'est compliqué de faire des choix. Tous les projets sont magnifiques, avec des degrés de maturité divers et variés, ce qui prouve aussi la faculté incroyable d'inspiration du vivant dans tous les domaines, à toutes les échelles. On a vu des choses à des échelles écosystémiques qui parlaient d'alimentation. Ça parle quand même beaucoup d'eau et de marins, j'ai l'impression. Donc, bravo pour cette édition du Biomime Challenge 2020. Merci Engie pour l'accompagnement. Merci les membres du jury qui ont bien travaillé, consciencieusement, sérieusement pour évaluer, mais qui se sont régalés aussi dans l'évaluation de ces projets. Alors, ces projets doivent grandir, ils doivent être accompagnés. C'est pour ça qu'on se retrouve à 14h30. Bravo pour la mosaïque. On se retrouve à 14h30 pour parler d'investissement, de portage pour une émission spéciale Biomime Invest pour voir et montrer comment, ce qu'on pourrait qualifier de biomime deep tech, parce qu'il y a beaucoup d'approches de rupture dans ces histoires d'innovation bio-inspirée. Comment accélérer ça? Donc à 14h30, émission spéciale Biomime Invest, et à 16h30, on parlera de management des entreprises, parce que le biomimétisme inspire aussi. Pour être innovant, il faut aussi manager l'innovation différemment. Donc merci beaucoup. On ferme l'antenne pour l'instant. Bon déjeuner. On se retrouve à 14h30. Pardon? Est-ce que je peux dire un mot? C'est Dominique Pialot. Dominique Pialot, bien sûr. Oui, je voulais juste dire un mot parce qu'il se trouve qu'on a fait un papier sur ILB dans la newsletter Climatico-Territoire qui a été envoyé ce matin. Et je n'ai pas du tout influencé le jury. Et d'ailleurs, bref, mais en tout cas, pour en savoir plus, vous pouvez aller voir sur Climatico l'article qui décrit un peu plus en détail le projet ILB. Voilà. Bravo Dominique, à retrouver sur Climatico, partenaire aussi de Biomime Expo. Mais c'est ça le talent des bons journalistes, c'est savoir déceler des informations avant même qu'elles existent. Bravo, bravo. Donc à lire aussi dans Climatico. Et je crois que de toute façon, Engie voudra faire un petit reportage vidéo sur vous, Pascal. Donc tenez-vous prêt à être interviewé par l'équipe Engie pour participer aussi au déploiement de votre projet. Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure. Au revoir.